Dans la maison des Bonaparte, le silence règne. L'air est lourd de deuil. Dans le coin de la pièce où repose le corps de leur père, les femmes prient. Les sœurs aînées en noir, la mère pâle. Tout se comporte comme il se doit, sauf une. Pauline en blanc, sa robe est légère. Elle ne porte pas de ruban noir, pas de regard baissé, seulement un sourire léger, presque insolent sur ses lèvres. Elle n'est pas assise comme les autres. Elle ne se tient pas debout, les yeux baissés. Elle bouge, entre les gens, entre les regards, entre le devoir et la liberté. Quand arrive le moment des adieux, elle ne pleure pas, elle s'incline vers le cercueil, non pour prier mais pour ajuster un pli de l'oreiller sous la tête du défunt. Puis elle se redresse, regarde l'officier dans le coin de la pièce, et soudain lui dit quelque chose. À peine audible, il rougit, détourne le regard, mais tous ont déjà vu. Elle rit, pas à voix haute, au coin des lèvres, dans l'éclat des yeux. Comme si elle savait, ici, au milieu de la mort, commence sa vie. Pauline n'est pas née pour le repos. Depuis l'enfance, inquiète, capricieuse, éclatante, tandis que les enfants aînés des Bonaparte apprenaient à se tenir droit, à dire « oui, monsieur » et à se souvenir de l'honneur familial, Pauline s'enfuyait dans les bois, dans ses pieds nus, et revenait échevelée et insolente. La mère disait souvent « dans cette fille, le malheur ». Mais le malheur grandissait et devenait beauté. À 15 ans, elle savait déjà ce qu'était le regard d'un homme et quoi en faire. En Corse, on la craignait, parce qu'il était impossible de lui parler selon les règles. Elle les changeait comme des gants. Quand le père mourut, certains s'attendaient à ce que Pauline soit pour la première fois dans les limites. En noir, dans le silence. Mais elle apparut en blanc. Toute la journée, elle ne versa pas une larme. Et le soir, quand le cercueil fut déjà fermé, elle sortit dans le jardin et se mit à rire. Pas de joie de ce qu'elle avait réussi. Elle ne s'était pas brisée, n'avait pas plié. Pour elle, la mort du père n'était pas une fin, c'était un défi. Maintenant, il n'y avait plus d'hommes à craindre, plus ceux qui tiennent les rênes. Il ne restait qu'elle, avec un visage de madone et un corps qui savait depuis l'enfance qu'il pouvait commander. Elle ne savait pas encore ce qui l'attendait. Rome, Paris, les scandales, les palais, les amants et les statues. Mais déjà alors, en Corse, le jour où tout se figeait, elle se tenait droite et riait, parce que si le monde tombe en deuil, elle se relève. Si tous pleurent, elle choisit de vivre, et s'il y a la mort dans la pièce, elle choisit de la regarder dans les yeux et de dire « ennuyeux, très ennuyeux ». Chapitre 2. La sœur que Napoléon craignait. Il montait vers le sommet, brisant les lois et les couronnes. Rassembler les continents comme des pierres dans son poing. Terrible, précis, impitoyable, empereur, général, homme dont la parole devenait ordre plus vite qu'elle n'avait le temps de raisonner. Mais même lui avait une peur, pas de la politique, pas de l'armée, pas des complots. La peur, avec des lèvres écarlates et des yeux pleins de rire. Pauline, sa sœur cadette, la seule qui pouvait l'appeler simplement par son nom, la seule qui ne se levait pas à son entrée, la seule qui regardait droit, trop droit, comme s'il n'était pas le maître, mais un frère avec de l'encre sur les doigts de l'enfance. Il essayait de l'arrêter. « Habille-toi plus modestement », disait-il. Elle sortait dans une robe rappelant une blessure. « Tais-toi devant les gens », demandait-il. Elle organisait une soirée où elle invitait tous ceux qu'il détestait. « Tu fais partie de la famille », lui rappelait-il. « Non », répondait-elle, « je suis le centre d'attention. » À l'époque où les femmes chuchotaient, Pauline parlait à voix haute. Quand les femmes obéissaient, elle commandait. Quand les femmes attendaient, elle allait de l'avant. Elle ne s'intéressait pas à la politique, mais savait comment la prendre à la gorge. Un de ses dîners pouvait changer une décision du Sénat. Une de ses toilettes, devenir sujet de dispute au ministère. Un de ses baisers, détruire une alliance. Mais personne ne pouvait prouver que c'était son but. Elle vivait simplement comme elle voulait. Les serviteurs tremblaient, les ambassadeurs perdaient de le fil de leur discours, et Napoléon se mettait en colère. Elle le mettait hors de lui non par ses mots, mais par le seul fait de son existence. Incontrôlable, insoumise, inconvenante, il se plaignait à sa mère. Elle jette l'ombre sur le nom. Et la mère répondait « Elle est le feu, comme toi,
simplement pas ton feu. Et cela l'énervait plus que tout. Elle ne se battait pas pour le pouvoir, mais l'obtenait sans effort. Il dépensait des armées pour conquérir des villes. Elle dépensait une soirée pour conquérir l'homme qui dirigeait cette ville. Il construisait un empire. Et elle, une réputation de femme impossible à plier. Femme qui peut tout perdre, mais pas elle-même. Femme qui peut aimer, repousser, se moquer, se taire. Et tout cela signifierait plus que n'importe quelle de ses paroles de proclamation. Elle n'avait pas besoin du trône. Elle ne voulait pas d'armée. Elle entrait simplement dans une pièce et toute la salle se figeait. Il ne craignait pas ces scandales, il craignait qu'elle soit la dernière à rire. Quand il tomberait, chapitre 3. L'épouse qui ne connaissait pas la fidélité. Le mariage fut brillant, des invités, des centaines, candélabres, marbres, arcs, fleurs de tous les coins de l'Europe. Lui, prince, plus âgé, avec un maintien et un regard froid. Généalogie, irréprochable, la main, donnée par ordre. On ne demanda pas à Pauline si elle voulait, on lui ordonna. Elle sourit et épousa, non un homme, mais une fonction. Il était destiné à être une alliance. Elle, une décoration. Il pensait pouvoir la dompter. Elle, qu'elle n'essaierait même pas de paraître soumise. Au début, elle joua le rôle. Souriait à la cour, l'accompagnait aux réceptions, tenait sa main dans la sienne, comme il se doit. Mais ses yeux étaient toujours ailleurs, sur un autre visage, dans une autre pièce, dans un autre jeu. Il partit bientôt, par devoir de service, combattre sous des drapeaux étrangers. Elle resta à Rome, et le soir même, elle envoya des invitations. Chaque soir, une nouvelle réception. Chaque matin, une nouvelle rumeur. Sa chambre n'était pas un lieu pour dormir. C'était un salon, un centre, le cœur de la maison. Les serviteurs ne dormaient pas. La literie était changée 3 fois par nuit. Les fenêtres s'ouvraient et se fermaient silencieusement. Et dans les escaliers passaient discrètement ceux qui étaient invités. Et ceux qui espéraient être invités encore, Pauline recevait les invités non selon leur statut, mais selon son humeur. Quelqu'un était pour la danse, quelqu'un pour la conversation, quelqu'un pour rester. Et parfois, une seule nuit contenait plusieurs rôles et plusieurs corps. On disait, une fois, elle en reçut 3. Un, soldat, un autre, acteur. Le troisième, diplomate espagnol. Au matin, il ne resta dans la maison qu'elle, avec une coupe de vin et une ombre satisfaite sur le visage. Les rumeurs se multipliaient, l'église s'indignait, les épouses avaient peur de laisser partir leur mari au dîner, mais elles ne se cachaient pas. Au contraire, les toilettes devenaient plus révélatrices, les discours plus mordants, le rire plus sonore. Et personne à la cour ne savait comment lutter contre cela. Le mari lui écrivait des lettres, d'abord tendres, puis inquiètes, puis furieuses. Elle répondait rarement. Une fois, elle écrivit « Tu voulais le pouvoir? Je te le donne, et moi, je prends le reste. » Il revint soudainement, sans prévenir, entra dans la maison à minuit. Il y avait de la lumière dans la chambre, derrière la porte, le silence. Il ne frappa pas. Il ouvrit simplement. Ce qu'il vit resta un secret. Mais le lendemain, il repartit et ne lui demanda plus jamais de revenir. N'écrivit plus, n'appela plus. Elle resta à Rome, libre, épouse. Seulement sur le papier, mais vivant comme il n'était permis à personne. Personne ne savait combien elle avait eu d'amants. Des centaines? Des dizaines? Un seul, pour toute la vie? Elle ne comptait pas, parce que pour elle, l'affaire n'était pas dans le nombre, mais dans le droit. Le droit de choisir, le droit de refuser, le droit d'être femme et non symbole, le droit à son corps et à ceux qu'elle y laissait entrer. Et tandis que Rome chuchotait, condamnait et enviait, elle ne faisait que rire. Et continuait à recevoir des invités. Chapitre 4. Le scandale qui sentait le marbre. L'Italie bouillonnait, pas de guerre, de rumeurs. Dans l'atelier d'Antonio Canova, le sculpteur le plus célèbre de l'époque, on travaillait avec un modèle particulier. Le nom n'était pas divulgué. Porte fermée, mur, silencieux. Mais l'odeur était là, pas l'odeur du marbre, l'odeur du scandale. Pauline posait, nue, entièrement, pas pour son mari, pas pour un amant, pour le sculpteur, pour l'avenir.
Elle entra dans l'atelier non comme un modèle, comme une actrice, s'assit sur le divan de pierre, rejeta le tissu et dit « Je serai Vénus, pas parce que déesse, parce que femme, qu'on désire et qu'on craint. » Canova la regardait comme un objet d'art. Mais même ses mains tremblaient, parce qu'elle ne jouait pas, elle vivait. Chaque pli du corps, assurance. Chaque pose, défi. Il la sculpta pendant des mois. Lumière, marbre, sueur, silence. Elle venait sans retard, sans rougir, s'asseyait, se dénudait, se taisait, le corps comme une flamme, les yeux comme la glace. Quand la statue fut achevée, les premiers qui la virent se figèrent. Pas de beauté, de force, ce n'était pas simplement une femme, c'était elle, sans phare, sans mensonge, sans excuse, nue, sur un lit, avec une pomme dans la main, comme l'amour même, comme la tentation transformée en pierre. L'inauguration de la sculpture devint un événement. Paris en tension, Rome en fureur, la cour papale en choc. « Honte !» criaient les uns. « Génie !» chuchotaient les autres, et elle se tenait à côté, en robe claire, sans manches, sans perles, regardait son moi de marbre et disait « Oui, je suis ainsi ». Un vieil homme se signa, un jeune homme pâlit, une épouse détourna les yeux et ne put oublier. Les journaux écrivirent « La Bonaparte a perdu la raison ». Les domestiques répétaient « Ce n'est pas une femme, c'est un symbole », mais personne ne put détourner les yeux. Parce que dans cette statue, il n'y avait pas de vice, il y avait l'acceptation de soi, de son corps, de son droit d'être désiré et de ne pas se repentir. Après cela, on cessa de l'inviter aux réceptions. Mais on se mit à l'inviter dans les rêves, les hommes écrivaient des lettres, les femmes copiaient Glapose. Et Canova ferma l'atelier à clé et dit « Je ne répéterai plus jamais rien de semblable. » Pauline ne faisait que sourire, parce qu'elle savait. Elle peut disparaître, mais le marbre restera. Et tandis que les autres vivaient pour ne pas être jugés, elle vivait pour qu'on la regarde. Chapitre 5. Paganini, le violon et le lit. Il entra dans sa vie non comme un amant, comme un son, le violon. La première note s'étire comme soi sur une épaule nue. La seconde coule le long de la colonne vertébrale. À la troisième, elle savait déjà, cet homme ne joue pas simplement, il touche. Paganini était étrange, trop maigre, trop pâle, trop renfermé. Mais quand il prenait son violon, il disparaissait et apparaissait quelque chose d'autre, vivant, prédateur, sans peau. Pauline l'écouta pour la première fois à une soirée. Les invités en bijoux, or, diamants. Elle, en robe sombre, l'épaule dénudée et un ennui caché dans les yeux. Et soudain, lui, et le violon, comme une cicatrice tracée par le son dans l'air. Aucun homme ne l'avait touchée ainsi, sans la toucher. Après le spectacle, elle ne s'approcha pas, ne sourit pas, ne flirta pas. Elle dit simplement « Demain, à minuit, chez moi, sans violon ». Il hocha la tête, il vint, avec l'instrument, mais ne joua pas. Elle non plus ne parla pas. Ils se regardèrent seulement, puis se déshabillèrent en silence, lentement, comme s'ils s'arrachaient l'époque. Il ne fut pas brutal, et ne fut pas tendre. Il fut précis, comme un son qui atteint le cœur. Dans ses caresses, il n'y avait pas de désir de prouver, seulement de vivre. Elle ne le dirigeait pas comme les autres. Elle se rendait. Parce qu'elle savait, il ne se soumet pas. Leur relation n'était pas un orage, un brouillard. Le soir, quand elle était allongée sur le ventre et qu'il faisait courir ses doigts le long de sa colonne vertébrale, elle sentait comme si de la musique jouait à l'intérieur. Pas de passion, de vérité. Paganini venait sans prévenir et partait de même. Il n'écrivait pas de lettres, n'apportait pas de fleurs, il ouvrait simplement la porte. Et elle attendait déjà. On disait qu'une fois il joua sur son corps comme sur des cordes, doigts sur le cou, sur les côtes, sur la cuisse. Elle ne riait pas, ne gémissait pas, chuchotait seulement « encore ». Il n'était pas un couple, une résonance. Elle, flamme, lui, son, elle, gloire, lui, beau, solitude. Mais au lit, ils étaient égaux, sans nom, sans pouvoir, sans passé. Il n'était pas jaloux. Elle,
ne demandait pas. Il arrivait simplement. Et quand il disparaissait, pour 1 mois, 2, elle n'appelait pas. Mais dans la chambre restait l'odeur de résine, l'odeur du violon, et un silence qui n'était pas vide, était une pause. Une fois, il ne revint pas. On disait « parti en Autriche », on disait « mort ». Elle entra silencieusement dans sa chambre, s'assit au bord du lit et passa le doigt sur l'oreiller. Là, ça sentait encore lui. Cette nuit-là, elle ne reçut personne, ne s'habilla pas, ne parla pas, s'assit simplement, et à l'intérieur d'elle résonnait la musique, que personne d'autre n'entendait, qu'elle seule, parce qu'il n'était pas un roman, mais une symphonie, qu'il est impossible de jouer 2 fois. Chapitre 6. Les portes où l'on ne laissa pas entrer la sainte. Le jour était torride. Autour du temple, la chaleur comme sur une scène brûlante. Les gens se rassemblaient à l'entrée. Vieilles femmes avec des prières, hommes en manteau, enfants se cachant dans l'ombre des colonnes. L'office devait commencer d'une minute à l'autre, et c'est alors qu'elle apparut sur les marches. Pauline, pas en noir, pas enfermée, mais en robe couleur ivoire, dénudant les épaules et cachant à peine la poitrine. Sans voile, sans repentir, le menton levé plus haut que la croix au-dessus de l'entrée. Le supérieur l'arrêta aux portes mêmes, silencieusement, regardait non les yeux, le décolleté, et puis Jo se ressaisissant dit « Ainsi, on ne peut pas ». Elle sourit. « Pourquoi ? La maison de Dieu exige la modestie. Ce n'est pas une maison, c'est un théâtre. Seulement les acteurs font semblant d'être saints. » La foule se figea, les femmes chuchotaient « Folle !» Les hommes détournaient les yeux et regardaient encore. « Partez !» dit le supérieur. « Votre présence est tentation. » Elle sortit de son gant une pièce, lourde, en or, et la posa lentement dans sa paume. « Achetez-vous un bandeau sur les yeux si vous ne savez pas regarder. » Puis en jeta une autre, droite au visage. La pièce tinta contre la pierre, rebondit et roula sur les marches. Quelqu'un de la foule la ramassa. Quelqu'un se signa. Pauline se tourna, lentement, comme si elle partait non pas vaincue, mais lassée. Et à ce moment apparut il, le frère, l'empereur. Il marchait vite, furieux, tendu comme une balle avant le cou. Les soldats s'écartaient, la foule se taisait. Il s'approcha d'elle sans dire un mot. Elle se tenait calmement, pas effrayée, ennuyée. « Tu l'as fait exprès ?» siffla-t-il. « Moi, toujours. » Il serra le poing, une fraction de seconde, puis le relâcha, parce qu'il savait, on ne peut pas la frapper. Seulement essayer de contrôler. Mais elle ne se soumettait plus depuis longtemps. « Tu es la honte de la famille. »« Non, » dit-elle, « je suis la seule qui ne ment pas. Il pouvait ordonner d'exiler, d'enfermer, de priver de tout, mais n'osa pas. Parce que si on fait cela, la foule cessera d'avoir peur. Et tant qu'elle est slabre, tous tiennent leur langue. » Elle passa à côté de lui, comme si elle ne le voyait pas. Monta dans la carrosse et ordonna de partir. Où ? Ne dit pas. Le domestique, fermant la porte, entendit comme elle chuchotait « Si le temple ne laisse pas entrer une femme, alors ce n'est pas un temple, c'est une cage. » Et ce jour-là, dans la ville, on ne parla pas de l'office, mais d'elle, de la femme qu'on ne laissa pas entrer dans la maison du saint, parce qu'elle rappelait trop la vérité même. Elle n'était pas pécheresse, parce qu'elle ne demandait pas pardon, et n'était pas sainte, parce qu'elle n'avait pas besoin de pardon. Elle était elle-même. Et c'était précisément cela qui la rendait plus terrible que le péché, et plus pure que la foi, parce que ce ne sont pas les anges qui détruisent les temples, mais ceux qui y entrent sans peur. Chapitre 7. L'Empire tombe, mais pas elle. L'Empire ne s'écroulait pas d'un coup. D'abord, les lettres, avec des lignes inquiètes, des ordres saccadés, des signatures vides. Puis, les amis. Ils disparaissaient un à un comme des bougies qu'on ne souffle plus. Puis, les villes. Une tomba, une autre se rendit, une troisième cessa d'écrire. Et enfin, lui, le frère, l'empereur, Napoléon en exil, chassé du trône, abandonné par l'armée, avec un visage devenu trop familier aux siens et aux étrangers. Plus maître, mais chapitre interdit d'un manuel. Pour la famille Bonaparte, c'était la fin.
Les sœurs cachaient les bijoux, les mères brûlaient secrètement les lettres, les épouses de généraux pleuraient dans les chambres, les amants cherchaient de nouveaux drapeaux, ceux qui hier prêtaient serment, aujourd'hui crachaient, et elle buvait du champagne, sur la terrasse de son hôtel particulier, en robe blanche, avec une coupe à la main et les jambes nues jusqu'aux chevilles. À côté, aucun garde, seulement l'ombre et le vent qui faisaient battre les rideaux. « Que ferez-vous maintenant » demanda le domestique. Elle rit. La même chose que toujours, vivre. Les journaux écrivaient « Pauline Bonaparte, honte de l'Empire ». La sœur de l'empereur déchu organise des réceptions à l'heure du deuil national. Femme qui continue à rire pendant que son frère s'exile. Mais elle ne lisait pas. Elle mettait ses plus beaux sous-vêtements, appliquait du parfum sur ses poignets et ouvrait les fenêtres pour que les rumeurs volent plus facilement. Quand la ville commença à craindre les noms, elle les chuchotait à voix haute. Quand les épouses de généraux demandaient asile, elle donnait. Quand d'anciens amants suppliaient d'oublier, elle écrivait leurs noms sur le miroir. Avec du rouge à lèvres, à Paris, l'hiver arriva. Dans sa maison, la lumière. À l'une des dernières réceptions, elle apparut en blanc, sans bijoux, le cou nu, avec une peau froide, scintillante et un regard qui faisait oublier aux hommes que le pays n'obéissait plus à leur drapeau. La musique jouait comme si l'Empire n'était pas tombé. Les invités buvaient comme si le trésor n'était pas vide, et elle dansait, seule, au centre du salon, comme si c'était un bal en l'honneur de sa victoire. Quelqu'un chuchota « Elle a perdu la raison ». Quelqu'un d'autre dit « Non, elle est la dernière à être restée elle-même ». Quand une des tantes essaya de la raisonner, lui rappelant que les temps étaient maintenant différents, Pauline la regarda et dit « Les hommes finissent, les politiciens finissent, les empires encore plus, mais moi, non ». Et c'était sa vérité. Elle ne construisait pas d'État, elle se construisait, elle. Et quand tout s'écroulait autour, elle sortait sur le balcon en soie, avec une coupe pleine et des yeux où il n'y avait pas de peur, seulement la lumière, parce que même la défaite devenait sa scène. Et elle n'avait qu'un rôle, rester dessus, jusqu'au dernier applaudissement. Chapitre 8. La maladie qui la rendit encore plus belle. Elle ne remarqua pas quand cela commença. D'abord, la fatigue. Puis, le froid glacial dans les doigts au matin. Ensuite, des taches sur la peau qu'aucune poudre, aucune lumière de bougie ne pouvait cacher. Son corps, celui-là même qui fut immortalisé dans le marbre, chanté dans les journaux d'amants, décrit dans des lettres sentant le parfum, se mit soudain à la trahir. Mais elle ne se plaignait pas, riait, seulement un peu plus doucement, portait des gants plus longtemps, se regardait dans le miroir plus longtemps que d'habitude, et ne clignait pas des yeux. Les cheveux commencèrent à s'éclaircir. Elle ordonna de les couper plus courts, disait « moins de temps devant le miroir, plus pour la vie », et souriait. Les domestiques chuchotaient derrière les portes. « Pâle ! Maigri. C'est la fin. » Les médecins arrivaient de Paris, Marseille, même de Vienne. Un vieux, avec des mains comme des racines, lui posa le diagnostic sans parole. Le second, jeune, tomba amoureux dès qu'il entra dans la chambre. « Elle a une maladie rare du sang, » dit-il en sortant. « Mais, Seigneur, quels yeux elle a ! Elle était allongée sur le lit comme sur une scène. Oreiller, blanc, drap, de lin, lumière, douce. Lèvres sèches, mais toujours attirantes. Elle parlait peu, mais chaque mot comme une goutte de vin sur soie blanche. Impossible. Effacée. « J'ai mal, » dit-elle une fois. Mais pas de la maladie, de ne plus pouvoir danser. Les anciens venaient de la voir, grisonnant, prudent, avec des bagues aux doigts et des souvenirs dans les yeux. Ils s'asseyaient au pied du lit, se taisaient, et elle les regardait comme des pays lointains où elle avait été, mais n'était pas restée. « Je ne vous ai pas appelé pour dire adieu, » disait-elle. « Je vous ai appelé pour que vous vous souveniez. » Un essaya de lui baiser la main, elle la retira. « Ne touche pas ce qui vit encore. » La nuit, elle parlait avec la mort, doucement, en chuchotant, comme avec un amant qui a peur d'entrer. « Je sais que tu es prêt, » disait-elle, « mais attends, encore, il faut que je finisse ma phrase, finisse mon regard, qu'on se souvienne de moi. » Et la mort reculait,
Le domestique remarqua: quand madame parle, les bougies ne s'éteignent pas jusqu'au matin, comme si l'air n'osait l'interrompre.